Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans Débat politique, une émission consacrée aujourd'hui à la situation au Proche et Moyen-Orient. Les crimes génocidaires de l'entité sioniste se poursuivent en toute impunité. Après Gaza réduite en ruine, c'est au tour du Liban de subir le même sort. Quelles conséquences de l'embrasement de la région Proche et Moyen-Orient? Pourquoi particulièrement cette région qui fait l'objet de tensions et de conflits? Quels sont les dessous de cette guerre génocidaire? À qui profitent ces crimes? Qui sont les commanditaires? Sommes-nous face à une reconfiguration géographique de la région? Le pétrole, gaz et les voies maritimes, les grands enjeux au niveau de cette région. Pour décrypter et analyser, nous avons avec nous, à partir de Washington, Hafez Ziad, ancien secrétaire général de la Conférence arabe et chercheur et écrivain en économie politique. Nous allons le contacter dans un petit moment. Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon en France, à l'initiative de la plainte contre l'entité sioniste. Barded Mendouche, expert international en énergie, qui est avec nous ici au niveau du studio, et Souhil Gessoum, président du syndicat du numérique, également ici avec nous en direct à partir du studio. Alors je commencerai avec bien sûr monsieur Hafez Ziad. Quels sont les dessous de cette guerre? Faut-il s'attendre à un embrasement de la région avec l'assassinat de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah au Liban, qui vient d'être confirmé à l'instant, il y a à peine quelques minutes? Monsieur Hafez Ziad, bonjour. Bonjour, c'est peut-être pas le mot qu'il faut aujourd'hui, mais enfin, oui, bonjour pour vous. Oui, nous vous écoutons. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'avec cet assassinat, bien sûr, il y aura un embrasement au D'abord, niveau de la région? le martyr de Sayyid Hassan Nasrallah, que Dieu ait son âme, est une étape dans la lutte qui existe entre la patrie arabe, l'entité sioniste, et derrière cette entité, le monde occidental. En ce qui concerne l'embrasement, la région est déjà embrasée. Ce n'est pas le martyr de Hassan Nasrallah qui va changer grand-chose. Peut-être l'intensité de cet embrasement augmentera. Mais ce qui ne change pas, ce sont les enjeux de cette lutte. Et cette lutte se situe à trois niveaux. D'abord au niveau palestinien, au deuxième niveau au niveau régional et arabe, au troisième niveau au niveau international. En tant que géopoliticien et géoéconomiste, je pense que ce qui se passe en Palestine depuis le 7 octobre n'est que la continuation d'un grand mouvement de libération nationale qui a commencé en 1948 avec l'établissement de l'entité sioniste et qui continue et qui continuera jusqu'à la libération totale du territoire palestinien de cette entité sioniste. Nous ne parlons pas d'un État qui coexisterait avec l'État de l'entité sioniste, nous parlons d'une libération totale. L'opération du déluge de l'Aqsa, Toufan Aqsa en arabe, est une étape fondamentale dans cette lutte. L'analyse de cette lutte, de cette opération, se situe à plusieurs niveaux. Au niveau de la réalisation de cette capacité technique, de cette capacité de planifier qui reflète l'alliance entre la foi, l'attachement au patrimoine culturel et religieux, et la maîtrise de la raison dans la maîtrise de la technologie moderne, et cette planification qui a démontré à toute sa planète que ce peuple refuse de se soumettre, et qu'avec ce peuple, tout le peuple arabe est en train de manifester son refus du fait accompli que constitue l'État sioniste. Mais les conséquences de ce qui se passe. D'abord, il est un fait certain que cette lutte va continuer et ne s'arrêtera qu'avec la libération de toute la Palestine. Dans toutes les discussions que nous avons sur les accords politiques, sur les essais de cessez-le-feu, dans la mesure où ils se réaliseront, ce ne seront que des étapes en attendant le dénouement final de cette lutte. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est l'impact
de cette libération, l'impact de cette lutte, l'impact de ce processus de résistance se manifeste déjà un peu sur la structure politique de ce monde arabe, surtout dans ce que nous appelons le Levant arabe. Je n'aime plus utiliser le terme Proche-Orient et Moyen-Orient. Ce sont des termes de l'expression coloniale et de confirme l'eurocentrisme ou l'occidentalisme, le centralisme de l'Occident par rapport au monde. Il n'en est rien. Nous considérons cette région du point de vue géographique comme étant l'Occident ou l'Ouest de l'Asie, et nous considérons cette partie du monde arabe comme le Levant arabe, en conjonction avec le Maghreb arabe, l'Occident arabe si vous voulez. Et cette opération de déluge de l'Aqsa va significativement affecter les structures politiques qui ont résulté des accords de Sykes-Picot. La légitimité de ces entités créées par Sykes-Picot est actuellement remise en question. Et la légitimité maintenant de toute structure politique arabe sera liée non pas à une évolution historique ou élite historique, mais surtout par rapport à son adhésion ou son éloignement par rapport à la lutte du peuple palestinien et de la libération de la Palestine. Donc l'enjeu politique au niveau régional se situe au niveau de la pérennité des États créés par les accords de Sykes-Picot. Ceci est remis en question par ce qui se passe. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Monsieur Hafez Zied, moi je voudrais revenir avec vous à un aspect important. Vous parlez bien sûr de cet enjeu politique avec la remise en cause carrément aujourd'hui des accords de Sykes-Picot, mais vous parlez aussi de cette guerre génocidaire. On a vu que Gaza a été complètement détruite, réduite en ruine. Aujourd'hui, c'est le Liban. Est-ce qu'on pourrait penser que l'entité sioniste est dans le prolongement de cette guerre génocidaire pourrait s'attaquer à d'autres pays? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Liban? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qu'est-ce qui se passe tout partout dans ce monde arabe? Nous avons les attaques de l'entité sioniste sur toute cette partie de notre patrie arabe. Donc, aucun pays arabe peut se considérer à l'abri des ambitions coloniales, impérialistes, de l'entité sioniste, et derrière lui, justement, ce monde occidental. Donc, la question, lorsque je parle de la remise en question des accords de Sykes-Picot, ce n'est pas simplement en fonction de la réussite de la libération ou non, mais c'est qu'au cas où la libération de la Palestine n'a pas lieu, l'entité sioniste a déclaré très clairement son ambition d'intégrer le Liban, la Syrie, l'Irak et même la partie orientale de l'Égypte jusqu'au Nil pour créer le grand État d'Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate. Ils n'ont pas caché leur dessein. Et dans les dernières démonstrations de M. Netanyahou montrant la carte de la région, on voit très bien que les ambitions de l'État, de l'entité sioniste, ne sont pas limitées à la Palestine historique, mais elles s'étendent bien au-delà de cela. Donc, Sykes-Picot est remise en question d'un côté par les ambitions de l'État sioniste et d'un autre côté par le fait que la libération de la Palestine va définitivement remettre en question ces accords qui ont contribué justement à l'établissement de l'entité sioniste. Donc, quelle que soit l'issue du conflit, Sykes-Picot est mort. Voilà ce que je voulais dire. Mais vous dites aujourd'hui qu'aucun pays n'est épargné, quel que soit le pays, même au niveau, par exemple, de la région du Maghreb arabe, tous les pays, sans exception, puisque vous dites l'État sioniste est dans la vision de la création du grand Israël. Bien sûr, parce que même dans les pays du Maghreb arabe, que ce soit au Maroc, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie ou même la Libye, les ambitions de l'État sioniste sont là-bas.
sont claires. Si ce n'est pas une présence géographique, une occupation géographique, c'est une occupation politique, économique et surtout culturelle. L'ennemi sioniste s'estime l'ennemi de ce monde arabe, de ce monde islamique, de même tout ce qui est, même au niveau occidental, ils estiment que l'Europe et l'Amérique doivent être soumises au dessein de l'entité sioniste une fois que ce grand État d'Israël sera établi. Donc le monde entier est menacé par cette entité, pas simplement notre patrie arabe, mais aussi toute la planète. Mais enfin, en attendant que cet État se réalise, ce dont je doute fort, parce que le cheminement de la lutte est en train de me montrer que cette entité est en train de subir ou d'accumuler le revers stratégique, malgré certains coups d'éclat spectaculaires qu'on laisse martyr de Saïd Hassan Nasrallah, mais cela ne va pas empêcher le mouvement de résistance de continuer, d'intensifier ses actions, éventuellement de rentrer dans la phase de la libération de la Palestine, que ce soit du nord, que ce soit du sud, et éventuellement, pourquoi pas, aussi de l'est. Qui vous dit que la Jordanie sera à l'abri d'un mouvement populaire qui va demander la libération de la Palestine? Donc, beaucoup de questions sont en train de s'être posées actuellement, et je doute très fort que l'Occident, malgré sa puissance de feu extraordinaire et la duplicité de certains régimes arabes, ou leur complaisance, si vous ne voulez pas être méchant, ne va pas changer grand-chose à cette évolution. C'est un mouvement historique. Vous pouvez considérer que ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est un déplacement de plaques tectoniques dans les structures politiques, sociales et économiques de la région, et bien sûr aussi au niveau culturel et civilisationnel. M. Netanyahou, dans son discours aux Nations Unies, aussi bien que devant le Congrès américain, a posé d'une manière très claire que c'est un conflit entre la civilisation et la barbarie. Nous sommes la barbarie, eux, c'est la civilisation. Le massacre d'innocents est une manifestation de la civilisation qu'ils sont en train d'essayer de défendre. Donc, les enjeux sont multiples, politiques, culturels, civilisationnels, et bien sûr géostratégiques, surtout pour le contrôle des ressources énergétiques, pétrolières, gazières. Aussi sur le contrôle de la région au point de vue géographique. Notre région, elle est aux confins de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Et si vous êtes un géopoliticien, vous devez être au courant des théories de Alfred Mackinder, qui dit que le contrôle du monde passe par le contrôle de ce qu'on appelle l'Eurasie, et que l'apport de l'Eurasie, c'est notre région à nous. Donc c'est une région géostratégique d'une importance vitale pour les ambitions hégémoniques de l'Occident. Par le passé, c'était l'Empire britannique, aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Mais derrière tout cela, c'est un monde anglo-saxon qui domine l'Occident, qui manifeste son ambition coloniale, impérialiste sur notre région à travers l'entité. Et l'entité estime que si elle triomphe, elle sera en mesure elle-même de contrôler cette conglomération occidentale anglo-saxonne. Voilà leurs ambitions. Voilà quels sont les enjeux de ce qui se passe actuellement dans notre région. Et nous avons bien sûr en ligne avec nous à partir de Paris Maître Gilles Devers, il est avocat au barreau de Lyon en France, à l'initiative de la plainte contre l'entité sioniste. Monsieur Gilles Devers, bonjour. Est-ce qu'on peut considérer que Israël aujourd'hui défie le monde entier en toute impunité avec ses crimes génocidaires perpétrés à Gaza et aujourd'hui au Liban? La provocation atteint effectivement un degré, je crois, qu'on n'a jamais rencontré. C'est-à-dire que pendant que vous faites un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, vous avez donné l'ordre d'aller assassiner le chef militaire. Enfin, ce sont et puis c'est sans aucune retenue. Donc, de ce point de vue-là, oui, tout à fait, c'est un défi. Je veux dire par ailleurs que je ne suis pas spécialisé des affaires militaires, mais que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban
on voit une grande efficacité de l'armée israélienne dans les bombardements, mais il n'y a rien de plus facile, excusez-moi, vu qu'ils ne sont pas de réplique en face. Il y a un peu plus de répliques du côté du Hezbollah parce qu'ils ont un armement qui est plus sophistiqué, mais il n'y a pas d'avion pour venir répliquer et puis bombarder Israël. Donc en fait, on a une armée qui est surfinancée par les États-Unis, suréquipée, mais qui à Gaza se met à quelques centaines de mètres au-dessus d'immeubles et qu'elle surveille en permanence par des drones et de manière constante. Elle sait où habitent les gens ou ceci. Et vous appelez ça une armée? Vous appelez ça une armée qui aura un honneur quelconque et qui détruit des immeubles civils? Et à Gaza, c'est la même chose. Donc en fait, moi, je suis pas du tout impressionné. Enfin, on est impressionné par les résultats, mais certainement pas par les qualités de cette armée, vu qu'on attendra qu'il y ait un combat à la loyale, armée contre armée, pour dire qu'effectivement, c'est une armée qui est digne de ce nom. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui fait des massacres et sans aucune vision politique, parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas un centimètre d'avancée sur la question qu'il existe un peuple palestinien et qu'il a le droit de vivre sur sa terre. Il n'y a personne, ni aucun pays, aucun État, ni aucune institution n'arrive à arrêter ce massacre. Vous avez initié et introduit plusieurs plaintes, mais il n'y a pas eu de suite à ce jour. Est-ce que vous pensez que dans les prochains jours, on aura des résultats ou alors c'est peine perdue aujourd'hui? Aussi bien le Conseil de sécurité que les Nations Unies sont impuissants face, bien sûr, à l'entité sioniste. Alors, pour ce qui est du Conseil de sécurité, je pense qu'il n'y a effectivement aucune perspective et qu'on a encore là un exemple tout à fait lamentable, je veux dire, de Joe Biden qui dit il faut de la modération, il faut trouver une solution, le jour même où il signe un nouveau chèque de 8 milliards d'armement pour Israël. Donc, ces gens-là sont absolument dénués de tout sérieux et ils dominent tout par le biais du Conseil de sécurité. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un repositionnement. Évidemment, il n'est pas évident. Et il n'est pas flagrant comme quand on appuie sur un interrupteur et qu'on a la lumière, mais depuis que l'État de Palestine, et je dis bien l'État de Palestine et pas l'autorité palestinienne, l'État de Palestine a fait quoi? Il s'est rappelé qu'il était un État. Et quand vous êtes un État, c'est comme quand vous êtes un enfant, c'est-à-dire qu'il n'est pas enregistré à tel État civil, mais ça ne vous tue pas. C'est-à-dire que le fait de ne pas être enregistré à l'ONU n'enlève rien au fait qu'il y a un État de Palestine. Il y a un peuple, il y a un territoire, et comment il n'y aurait pas de peuple palestinien après toutes les agressions qu'il commet depuis maintenant un siècle, plus d'un siècle même? S'il n'y avait pas un peuple, ça serait tout explosé. Est-ce qu'il y a un peuple israélien? Ça, on peut en discuter. Est-ce qu'il y a un peuple palestinien? Alors là, c'est absolument garanti. Et donc, ce peuple palestinien s'est saisi du droit international et il marque beaucoup de points. Il y a eu 3 décisions favorables de la Cour internationale de justice disant qu'Israël était en train de commettre un génocide. Il y a eu l'avis extrêmement important de juillet 2024 où la Cour internationale de justice qui reconnaît l'État de Palestine, hein, c'est écrit en toutes lettres dans le jugement et qui écarte d'ailleurs toute référence au terrorisme parce que c'est une notion internationale qui est particulièrement volatile, dit que l'occupation militaire n'a rien changé à la réalité d'un peuple souverain et que la seule solution, c'est que l'occupation militaire prenne fin. Donc, en gros, la Cour internationale de justice, il y a une solution qui est provisoire, mais qui est très forte et qui est très simple au Proche-Orient, c'est 600 000 valises. Il y a 600 000 colons, ils font les valises, ils rentrent chez eux et puis après, on verra ce qui arrive par la suite. Donc ça, c'est la Cour internationale de justice. Après, nous avons déposé la plainte à la CPI, c'était le 9 novembre, en demandant les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland. Ça pourrait aller plus vite, c'est d'accord. Maintenant, moi, je prends le recul. Ça fait 15 ans qu'on a démarré ces efforts. On a eu toujours contre nous les procureurs. On a eu toutes les majorités de la Cour qui étaient contre nous. Et systématiquement, avec l'appui du peuple palestinien, avec tous les relais, on a gagné étape par étape jusqu'à maintenant près de l'Écorce. C'est-à-dire qu'effectivement, il pourra y avoir les mandats d'arrêt dans les jours qui viennent. Tout le monde... Est-ce qu'on pourrait l'espérer réellement, les mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou? C'est une perspective qui est totalement réelle. Donc, je ne suis pas dans le bureau des juges. Nous, on a donné des argumentaires. Il y a eu la preuve que ça marche
c'est qu'il y a eu un déferlement occidental contre cette initiative. Et alors d'abord, il y a eu beaucoup de pression sur le procureur, et le procureur lui-même ne voulait pas entendre parler du dossier de Palestine. Il l'avait dit quand il a été élu, et il a fait écrire un rapport de force. Donc là, je salue tous mes avocats, tous mes amis avocats algériens, et ceux qu'on a à travers le monde, vu qu'on a réuni 20 barreaux nationaux qui vont de l'Iran au Niger, en passant par la Palestine, l'Algérie, enfin tout, je ne vais pas faire toute la liste, mais tout y est. Et donc cette immense solidarité pour dire au procureur, vous avez des témoins professionnels, donc si vous ne faites rien sur un génocide d'enfants et de vieillards, votre cour, elle va partir à la poubelle. Et donc ça a commencé à inverser le jeu, parce qu'il y a ce contrôle extérieur qui a été mis en place, et finalement le 20 mai, le procureur dit, bah oui, il y a des éléments suffisants pour penser qu'il y a génocide. Alors il demande contre le Hamas parce que il est dans une situation de soumission intellectuelle où, vu qu'il demande contre un, il demande contre l'autre. Mais en tout cas, il l'a bel et bien demandé contre Netanyahou et contre Galland. Et c'était parti pour arriver peut-être dans le courant du mois de juillet. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu une attaque qui est venue on ne sait pas ça, mais il faut bien le préciser, c'est pour ça qu'il y a des délais, qui est venue du Royaume-Uni, qui a déposé, en tant que membre de la CPI, qui a déposé une requête en disant oui, mais la Palestine, c'est pas un État, elle ne peut pas être membre, donc ils nous ont fait revenir à des débats qui avaient déjà été tranchés par le passé. La Cour ne pouvait pas faire autre chose que de rendre la procédure contradictoire. Il y a eu 80 parties qui se sont manifestées. Et pour vous dire l'importance de cette procédure, même les États-Unis, qui ne sont pas membres de la CPI, qui la critiquent matin, midi, soir, parce qu'évidemment, c'est un obstacle sur leur chemin, même les États-Unis ont déposé leur petit mémoire de 10 pages, comme moi j'ai déposé un mémoire de 10 pages au nom des victimes de Gaza. Donc toutes les puissances occidentales, l'Allemagne, enfin les grands alliés d'Israël, se sont manifestés pour tenter de bloquer la procédure. On en est là maintenant. Et donc la Cour, elle doit quand même, matériellement, je veux dire qu'il faut qu'elle rédige quand vous avez 80 mémoires qui vous sont arrivées au niveau d'une Cour internationale, parce qu'un gros travail de rédaction, ça prend du temps. Bon, il y a une échéance du 7 octobre qui arrive, je pense que la Cour fera un effort pour être dans le timing, et on compte à une décision. Maintenant, il a déjà été vu de manière parfaitement claire que si jamais la Cour dit qu'il n'y a pas lieu au mandat d'arrêt, l'État de Palestine fera appel, et donc on est sur une perspective de victoire. Mais je dirais deux choses. Premièrement, faisons attention à ce discours qui est de dire le droit international, ça ne marche pas, ça ne conduit nulle part, c'est complètement nul, c'est que du théâtre, parce que c'est un discours qui est organisé par les États-Unis, qui veulent dominer le monde par le dollar et par les armements, qui refusent toute contrainte internationale, qui n'ont jamais signé aucun accord international, et qui veulent remplacer leur loi et leur discours avec le beau sourire d'Obama pour remplacer le droit. Obama qui a financé les forces principales de guerre d'Israël. Donc il faut faire très attention, et c'est sûr que la Cour internationale, c'est comme toute œuvre de justice, c'est un peu compliqué, mais elle progresse. De toute façon, si elle ne progressait pas, il ne nous gênerait pas tant que ça. Et ensuite, moi je demande à juger sur du concret, et je dis devant vos auditeurs, je dis devant le public algérien, je dis devant le public palestinien qui nous écoute et qui vit ces heures dramatiques, qu'il y a des possibilités très fortes de marquer des points, que nous avons en termes de procédure, on n'a jamais été si avancé devant la Cour. Actuellement, nous avons des contacts directs avec le bureau du procureur, on a produit des plaintes pour des cas qui ont été marquants, comme vous savez, le directeur de l'hôpital de Gaza, on a déposé une plainte de 80 pages avec toute la documentation qui a été prise en compte, le docteur Al-Bourch, qui est un médecin, qui a été en service jusqu'au dernier jour, qui a été arrêté et tué en prison. Il fait partie de cette pratique israélienne qui est de tuer des cadres pour vider Gaza de toute présence intellectuelle, mais les intellectuels et les cadres de cette statutaire restent. Et il y a également l'attaque sur Al-Nusayrat, où pour libérer 4 personnes, on en a tué 260 mineurs. Donc tout ce travail se fait, on apporte énormément de preuves, et nous voyons tous les obstacles qu'il y a, ils se bataillent parce qu'ils ne veulent pas de cette procédure. Mais justement, par rapport à ce que vous dites à l'instant, Maître Gilles Devers, restez avec nous. Nous avons aussi au niveau du plateau avec nous des experts qui sont avec nous pour ce débat. Nous allons aussi discuter un peu des enjeux de cette guerre. Pourquoi particulièrement cette région? Est-ce que le pétrole, le gaz et les voies maritimes sont aussi les grands enjeux de ce conflit? Barded Mendouche, expert international en énergie, est-ce que vous pouvez nous répondre sur cette question précisément?
Oui, absolument. Donc, ce qu'on constate depuis pratiquement plus de 20 ans, c'est que les conflits se concentrent principalement dans des régions où il y a des ressources, principalement des ressources énergétiques, notamment le pétrole et le gaz. Pour parler précisément de cette région, avant les années C'est quand 2000, même, au niveau de cette région, c'est 50% des réserves mondiales de pétrole. absolument, il y Prouvé. a un peu plus que 2000 milliards de mètres cubes prouvés déjà. Il y a des explorations qui ont été initiées ces 10 dernières années également par l'entité sioniste au niveau de la bande de Gaza, mais il y a dans toute cette zone de la mer méridionale, Égypte, Chypre, et principalement Gaza, qui juridiquement est un territoire qui appartient aux Palestiniens. Il y a d'autres possibilités de découverte, surtout de gaz. En offshore aussi, En offshore. Actuellement, c'est en offshore. Il y a la déjà Méditerranée orientale. Méditerranée orientale, il y a Nous, déjà on est dans deux sites, l'occidental. qui produisent déjà, c'est Marina 1 et Marina 2. Donc l'entité sioniste les exploite déjà. Et avec ces récentes découvertes, donc les réserves prouvées augmentent substantiellement. Et Premier ministre plutôt de l'entité sioniste avait déjà dit en 2021, si j'ai bonne mémoire, ou en 2022, que Israël serait une alternative au gaz russe lorsque la Russie, la guerre Russie-Ukraine avait éclaté. Et bien entendu, l'Occident, principalement l'Europe, les États-Unis se suffisent par eux-mêmes, sont très intéressés à avoir cette région comme étant un fournisseur principalement de gaz, puisqu'ils subissent depuis l'embargo qu'il y a eu pour le gaz russe. Le gaz russe constituait 55% de l'approvisionnement de l'Union européenne. Et donc, au lieu d'aller acheter leur gaz d'ailleurs, ils préfèrent l'acheter de cette région. Ça, d'une part. D'autre part, si on remonte un peu plus en avant, l'invasion des Américains en Irak en mars 2003, l'Irak étant le quatrième pays en matière de réserves prouvées de pétrole. Donc l'invasion sous prétexte de considération de droits de l'homme, etc., en fait, c'était pas ça. C'était la même mise des États-Unis, principalement des compagnies américaines, sur leur richesse qui est le pétrole. Et ça a été exploité jusqu'à présent. Donc à des tarifs, je dirais, qui ne reflètent pas la véritable valeur de cette richesse pour le peuple irakien. Parallèlement, dans cette région, dans l'axe de cette région, on a l'Iran. L'Iran, c'est le deuxième pays en termes de réserves de gaz après l'URSS, mais aussi c'est le troisième pays en termes de réserves de pétrole. C'est pour cela que les États-Unis ont décidé l'embargo sur le pétrole et le gaz iranien, qui ne se vend pas au niveau des États-Unis et aussi pas au niveau de l'Occident. Il se vend bien sûr pour la Chine et d'autres pays. Mais la conclusion, c'est que l'entité sioniste veut conquérir la richesse énergétique, et les enjeux politiques sont également dans cette région des enjeux énergétiques, d'autant plus que le gaz devient une question de souveraineté pour les États. Les dernières technologies de décarbonation du gaz ne font plus de cette ressource une ressource ou une énergie polluante, mais une énergie propre qui s'inscrit dans la préservation de l'environnement et qui s'inscrit également dans le mix énergétique en tant qu'énergie renouvelable. Mais si on suit votre logique à l'instant, monsieur, bien sûr, Mendouche, est-ce qu'on pourrait penser que d'autres pays sont aussi dans le collimateur de l'entité sioniste, si c'est le gaz et le pétrole à la fois? D'abord, Rapidement. pour cette région où l'entité sioniste est en train de prendre des territoires qui ne lui appartiennent pas. Qui est en conflit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qui est en conflit exactement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle veut d'abord
dominer cette région, les richesses qu'il y a dans cette région. Je rajouterai que pour le pétrole, pour le moment, en bande de Gaza, il y a peu de pétrole, mais il y a des importations qui se font par l'entité sioniste dans le plus grand terminal, le port d'arrivée de Kashlom, et l'entité sioniste ne veut en aucun cas que ce terminal soit pris pour cible par les combattants palestiniens, parce que si ce terminal serait détruit, à ce moment-là, Israël se retrouvait dans le noir. Parce que actuellement, c'est l'approvisionnement de pétrole d'ailleurs qui arrive au niveau de ce port et qui constitue 40% de l'électricité qu'utilise l'entité sioniste. Donc, on ne veut en aucun cas que cette zone soit elle veut que dominer toujours cette zone. Ceci d'une part. Et d'autre part, pourquoi l'entité sioniste n'avait pas opté pour l'énergie nucléaire? Tout simplement parce que construire une centrale nucléaire à usage de production d'électricité, comme c'est le cas en France, qui dans l'électricité provient du nucléaire à 75%, constitue une menace parce que les combattants palestiniens pourraient détruire ou saboter une centrale nucléaire et ce serait une catastrophe pour l'entité sioniste. C'est pour ça qu'elle fait tout pour dominer principalement l'énergie, le gaz et les arrivées de pétrole sur son territoire qui ne lui appartient pas. Voilà. Alors, cette guerre aussi prend des formes inquiétantes où, au Liban, on a utilisé des moyens technologiques extrêmement modernes et efficaces pour, bien sûr, éliminer les résistants du Hamas, avec, bien sûr, les beepers qui ont été déclenchés à distance. Aujourd'hui, la technologie, l'intelligence artificielle est introduite comme moyen de guerre, Monsieur Souheil Gessoum. Oui, alors tout à fait. Nous sommes en face d'un shift du paradigme militaire qui va de l'humain vers tout ce qui est autonome et automatisé. Donc au début, donc c'était l'humain qui contrôlait l'arme militaire. Aujourd'hui, nous essayons d'aller vers ce que nous appelons les Lethal Autonomous Weapons, ça veut dire l'armement autonome. Alors ceci d'un côté. Alors l'armement autonome dépend bien évidemment de l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi tout l'aspect renseignement qui dépend de la technologie, et nous l'avons bien vu avec Pegasus, l'outil Pegasus d'espionnage, où l'entité sioniste a quand même pu récolter pas mal d'informations et de renseignements grâce à cette technologie de cybersécurité qu'elle a mise en place et qu'elle a maîtrisée. Est-ce que le smartphone devient un véritable danger aujourd'hui? On peut être suivi et traqué à partir de son téléphone portable, puisqu'on l'a vu par exemple avec l'élimination et l'assassinat de Hania en Iran. Alors oui, nous pouvons, tout est possible. Donc si vous avez un smartphone, vous pouvez être suivi par ce smartphone. Je voyais aussi que même un smartphone éteint pouvait être mis en marche et... à partir du moment où il y a le micro et la caméra. Voilà. Et à partir de là, ben, son lieu est identifié et donc son propriétaire est identifié. Mais attention, ne le voyons pas seulement sous cet angle, parce qu'un smartphone est un outil de vulnérabilité, mais c'est aussi un outil d'attaque. Donc nous pouvons défendre notre smartphone contre ces vulnérabilités en mettant en place nos propres défenses, mais ce smartphone peut aussi être très utilisé pour contre-attaquer, pour des outils de renseignement. Donc la vulnérabilité des États demeure aujourd'hui dans le fait qu'elles ne maîtrisent pas toutes ces technologies. Donc il faut les acquérir, il faut les avoir. Il faut les développer, pas les acquérir. Je ne dirais pas les acquérir, il faut les développer. Voilà. Donc si vous pensez à notre pays par exemple, voilà. Donc à nous de développer nos propres technologies. Grande nouvelle, nous avons aujourd'hui une école de cybersécurité qui vient de démarrer. Donc c'est une très grande nouvelle. Cela fait des années que nous appelons à ce lancement. Nous avons aussi une école d'intelligence artificielle donc qui a démarré il y a 3 ou 4 ans. C'est aussi une grande nouvelle. Donc nous commençons à mettre les prémices pour que nous aussi, nous puissions maîtriser la technologie. Mais j'aimerais revenir un peu sur l'aspect intelligence artificielle et tout cet aspect de Lethal Autonomous Weapon et de Lethal Autonomous System aussi. Ça veut dire des systèmes
autonome où, alors, au début, nous avions, comme je disais, l'être humain qui maîtrisait la machine, même si c'était un drone qui était à des milliers de kilomètres, il était dirigé par un humain. Ben, aujourd'hui, nous avons de la technologie, nous avons des machines où l'intelligence artificielle va elle-même prendre les bonnes décisions pour des décisions qui ont été préprogrammées. Donc, vous n'avez plus besoin de l'humain pour contrôler ces technologies. Et ça, c'est énorme parce que, et je vais vous donner un exemple, un robot tueur, ou ce qu'on appelle un Lethal Autonomous Weapon, aujourd'hui, peut cibler une personne. Et c'est les attaques ciblées en ce moment. Alors, peut cibler une personne, et je vais vous dire le danger où est-ce qu'il se situe, par rapport à son profil sur un réseau social. Donc, si vous lui donnez un ensemble de paramètres sur un profil de réseaux sociaux, eh ben, lui peut directement cibler ces personnes. Par rapport à une tenue vestimentaire, vous pouvez lui dire bon, écoute, tu vas cibler tous ceux qui portent une tenue afghane. Et le robot, bête et discipliné, va se mettre à cibler ce type de vêtements. Vous voyez, le paradigme a complètement shifté. Alors, il y a des soucis d'éthique, il y a des soucis... Les guerres ont pris vraiment une autre dimension. On parle bien évidemment de reconnaissance faciale, donc vous lui montrez un visage et puis lui va cibler ce visage. Nous parlons de drones SM, je crois, c'est un peu ça le nom. C'est les drones, c'est des SM de drones. Alors je vais expliquer un peu brièvement pour que les auditrices et auditeurs puissent comprendre ce que c'est. Vous avez des petits drones miniaturisés qui peuvent s'attaquer à des personnes ou une pré-programmation a été établie sur ce drone miniaturisé et il peut assassiner cette personne. Alors il y a encore mieux, il y a des SM de drones, ça veut dire un ensemble de drones qui vont attaquer en meute et vont cibler un ensemble de personnes par leur tenue vestimentaire. Ça veut dire que si vous dites, regardez, telle armée porte telle tenue, et bien cet SM de drone va cibler toutes les personnes de cette armée qui portent cette tenue. Et je voyais un exemple d'une vidéo qui était faite par une entreprise très connue dans ce sens, et il disait, regardez, si je mets en place un ensemble de drones pour 20 millions de dollars, ben cet ensemble de drones miniaturisés peut éliminer la moitié d'une armée. Lorsque c'est préprogrammé. Voyez où en est la technologie. Nous en sommes à un état d'avancement qui est énorme. Nous devons suivre cet avancement. Alors, je voudrais bien sûr rejoindre Monsieur Gilles Devers. Bien sûr, nous avons parlé un peu de ces moyens technologiques. On a parlé bien sûr des intérêts économiques, pétroliers. On a parlé aussi de cette technologie avec ces attaques cibles qui sont aujourd'hui en train d'être entrepris contre bien sûr les Palestiniens et aussi bien les résistants palestiniens, comme ce fut le cas pour Hania et aujourd'hui bien sûr pour le chef militaire de Hezbollah au Liban. Est-ce qu'on peut considérer parmi les gains, c'est aussi le complexe militaro-industriel, c'est du pain béni aujourd'hui cette guerre, ça fait partie aussi de ces enjeux puisque nous avons vu que le complexe militaro-industriel est le grand gagnant et vous avez ce montant illustratif qui a été déboursé par les États-Unis, l'équivalent de 886 milliards de dollars de dépenses défense nationale pour 2024 accordé par Biden à l'US Army. Et effectivement, vous avez raison de nous ramener les pieds sur terre, je dirais, avec ces observations, parce que c'est le point principal. C'est-à-dire que une armée, c'est pour la défense du territoire, et la diplomatie algérienne, elle est toujours été intraitable là-dessus. Donc, on a un ministre de la Défense, on a une armée de défense. Elle va passer la frontière s'il n'y a pas d'autres moyens, parce que le voisin est vraiment trop remuant, donc il faut y être présent pendant quelque temps. Alors les États-Unis, ils ont deux voisins, il y a le Canada et il y a le Mexique. Alors je comprends donc que ce sont des pays qui sont les plus guerroyés dans le monde et qui menacent d'ensevelir les États-Unis depuis demain, parce que ce petit peuple de 300 millions d'habitants, il s'est doté de 40% des dépenses militaires dans le monde. Donc en fait, la réalité, elle est tout à fait claire. Ils votent tous les ans un budget qui est guidé par la nécessité de maintenir cet effort qui fait vivre l'économie et à tout moyen, il faudra ensuite susciter les guerres, quel qu'en soit le prix. Et on a cette réalité d'un pays qui, dans son budget, décide d'aller faire des guerres dans le monde entier. Et il n'y a pas d'autre réalité. Comment vous pouvez dire un pays qui est en paix avec ses voisins et qui dépense en tant que petit pays
qui fait 5% de la population du monde, 40% des dépenses militaires. Donc c'est le vice fondamental. Ce vice fondamental, on le trouve dans l'arrogance des États-Unis, qui déjà sont appelés Amérique. Ils sont Amérique de quoi? Ils sont les États-Unis. Et l'Amérique, c'est le Brésil, c'est le Mexique, et ils sont dans une perspective de conquête. Ils n'imaginent pas les choses autrement. Lisez le discours de Biden. On dit Biden, c'était vieille école. Alors on lit le discours de Kamala Harris. C'est exactement la même chose. Elle ne change pas une virgule. Et si elle change une virgule, elle saute en 5 minutes du schéma. Donc, on doit garder une logique qui est qu'un pays se protège de ses voisins et puis et se tient disponible pour les alliés. Donc, nous avons un petit pays qui est le semeur de troubles dans le monde, de catastrophes humanitaires depuis l'origine. Vous prenez le Vietnam, vous prenez le Cambodge, vous prenez l'Afghanistan, vous prenez l'Irak, vous prenez toute la région Proche-Orient et vous prenez le Chili sur un autre registre. C'est quoi à chaque fois? L'arrogance de ces petites gens-là qui mettent une cravate et puis qui font comme s'ils étaient des grands diplômés, qui vous assènent toujours des vérités que si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un arriéré mental, et qui font strictement n'importe quoi. La seule chose étant qu'il faut dépenser ses armes, il faut dépenser ses armes, il faut dépenser ses armes. Et les États-Unis... Vous avez des chiffres, vous avez des indicateurs, vous avez des chiffres, vous avez des indicateurs, puisque vous avez élaboré un rapport là-dessus. Oui, tout à fait. Tout ça, ça a été travaillé parce qu'on parle de complicité des États-Unis et donc on le fait avec les chiffres qui sont... De toute façon, ces chiffres sont établis par des organes internationaux. On n'invente rien du tout et on ne se permettrait pas. Mais de toute façon, les chiffres sont là. Et moi, je pose la question, comment un pays qui est en paix met dans son budget 40% de dépenses militaires? C'est bien qu'il veut conquérir le monde. Donc, qui est-ce qui ensuite est le moteur de l'économie? C'est ça, et la machine est entraînée. La deuxième escroquerie intellectuelle qu'il faut vraiment mettre à nu clairement, c'est ce discours permanent, les États-Unis, c'est les droits de l'homme, etc., c'est la liberté dans le monde, c'est la démocratie. Alors je te regarde l'Algérie de haut, je fais la leçon à la France, je fais ceci, pays africains, on n'en parle même pas, mais qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont signé un seul accord international? Aucun. C'est-à-dire qu'ils sont des voyous internationaux comme Israël parce qu'ils refusent le droit international. Après, ils le critiquent, ils disent ça ne marche pas, ils sont complètement faibles. Mais on va poser la question. Vous savez... Rapidement, M. Gilles Devers, pour reprendre avec nous M. Hafez Ziyad, qui est toujours en ligne avec nous. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est une manière de dire que si les juges se trompent, on a un contrôle qui est ici. En Afrique, vous avez la Cour africaine des droits de l'homme et les pays la rejoignent et on a de bons procès. En Amérique, vous avez la Cour interaméricaine des droits de l'homme et ça marche très bien. Il y a un seul pays qui n'a pas signé, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que je veux dominer le monde en disant j'ai les valeurs de la démocratie et je les impose à coups d'armes, mais je refuse toute règle de droit international parce qu'il n'y a que ma puissance militaire qui compte. Et nous allons rejoindre M. Hafez Ziyad à partir de Washington. Alors vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. On vous a entendu parler bien sûr de ces enjeux au niveau de la région. Est-ce que nous assistons actuellement rapidement sur la question à une reconfiguration géographique de toute la région? Oui, absolument. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que... Et qui va s'étendre à d'autres pays? Enfin, je peux parler en ce qui concerne notre région à nous, mais je pense que ce qui se passe dans notre région a aussi ses ramifications sur le reste et de l'Afrique et de l'Asie. Par exemple, en ce qui concerne notre région, il ne faut pas exclure la confluence de ce mouvement de reconfiguration géopolitique de la région avec l'initiative routière, de la future routière de la Chine, qui vise à créer ce réseau routier et ferroviaire qui connecte l'Est de l'Asie à l'Occident de l'Asie, et en même temps, le plus important, l'hyperconnectivité dans les moyens de communication. Ce qui veut dire que vous allez avoir un bloc en Asie tout à fait homogène et connecté, et qui est littéralement indépendant ou hors de l'influence de la sphère occidentale. Mais est-ce que l'Iran pourrait aujourd'hui être partie prenante de ce conflit? Est-ce que l'Iran va entrer en guerre avec l'entité? Elle est au centre de cela. Mais est-ce que maintenant, avec l'assassinat de Hassan Nasrallah, l'Iran va entrer en guerre avec l'entité sioniste? Je pense qu'elle va entrer en guerre parce qu'à cause de l'assassinat, l'entrée en guerre est soumise à des considérations d'ordre stratégique. Avec toute l'importance que constitue l'assassinat de Nasrallah, cela ne change rien en l'équation actuelle du rapport de force militaire existant dans la région.
la résistance avec ou sans Nasrallah continue. C'est ça qui est important. C'est le coup d'éclat effectué par l'entité sioniste, c'est simplement pour pallier aux déficiences et aux revers subis sur le champ de bataille en Palestine et à Gaza. Et je ne pense pas que l'Iran se trouve qu'il est nécessaire. Moi, personnellement, je ne pense pas pourquoi l'Iran devrait intervenir à ce niveau-là. Mais est-ce que le contrôle de passage, parmi les enjeux, le contrôle de passage maritime géostratégique, le carrefour de commerce mondial au niveau de cette région, vous avez le canal de Suez, le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Est-ce que c'est ça aussi le grand enjeu? Donc cela veut dire que d'autres pays vont connaître le même sort que celui de Gaza et du Liban dans les prochains jours ou dans les prochains mois, puisque cela fait pratiquement une année du 7 octobre. On est à quelques jours du 7 octobre 2023. C'est exactement c'est la traduction exacte de ce que nous disons, l'unification des champs de bataille. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que ce qui se passe simplement en Palestine concerne la Palestine. Ça inclut le Liban, ça inclut la Syrie, ça inclut aussi la péninsule arabique et surtout le sud de la péninsule arabique avec le contrôle par le Yémen de Bab el-Mandeb. La marine américaine a été défaite en mer Rouge et dans l'océan Indien. Ce qui se passe dans un endroit a un impact immédiat sur l'autre. Et d'ailleurs, dans la configuration actuelle, un cessez-le-feu à Gaza peut amener un cessez-le-feu de la part du Yémen, de la part du Liban et de la part de l'Irak. Mais tant que Gaza est sous attaque, alors ces champs de bataille vont continuer à exister dans Bab el-Mandeb, en Irak, en Syrie et au Liban. Donc voilà la configuration de l'affaire. L'effort par l'entité sioniste et par les Américains et les Occidentaux de séparer ces champs de bataille, de séparer ces champs d'action n'est pas en train de réussir. Et c'est l'objectif de toute cette attaque actuellement fondée sur le Liban, c'est pour amener le Liban et surtout la résistance à composer avec l'État et se séparer de Gaza pour que l'entité puisse se concentrer sur Gaza et sur la Cisjordanie. Voilà comment il faut envisager l'évolution des événements, pour comprendre exactement quel est l'objectif politique de l'entité sioniste dans ces opérations militaires, c'est de séparer justement Gaza du Liban. Et tant qu'il n'arrive pas à faire cela, l'entité sioniste est stratégiquement dans une position très, très précaire. Et je ne pense pas que l'assassinat de Nasrallah va changer grand-chose à cela. Au contraire, ça va peut-être précipiter les choses. La stratégie développée ou effectuée par les principaux acteurs de la résistance, c'est une stratégie d'érosion des capacités militaires de l'entité sioniste. Et elle va peut-être continuer, mais aussi elle va peut-être changer pour revenir à un impact global. Pour l'instant, jusqu'à l'assassinat de Nasrallah, la théorie était que nous arriver à nos besoins, à nos conclusions, sans avoir impliqué la région dans un embrasement total. Aujourd'hui, il se peut qu'il y ait un changement d'avis après l'assassinat de Nasrallah. Mais dans tous les cas de figure, c'est simplement que l'État d'Israël est littéralement encerclé par cet axe de la résistance, par ce mouvement, par ce groupement de la résistance, et la lutte va continuer, et jusqu'à la libération totale. Il n'y a pas d'autre issue. Toutes les autres hypothèses ou argumentations ou projets de résolution et solution de deux États, etc., c'est fini, c'est parti. C'est simplement dans l'imaginaire d'une élite occidentale qui pense toujours dans son esprit colonial pouvoir contrôler les destinées des populations. Aujourd'hui, et c'est ce que nous souhaitons bien sûr, et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui pour les Palestiniens. Alors je me tourne vers monsieur Souheil Guessoum. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que les failles technologiques deviennent des points de vulnérabilité pour les États et les pays? Absolument. Absolument. Alors oui, les failles technologiques sont des points de vulnérabilité. Donc c'est pour ça que nous parlons du numérique en tant que système complet, alors système incluant des outils, incluant des équipements, incluant des logiciels, incluant également des procédures et processus de fonctionnement. Donc lorsqu'il y a une petite vulnérabilité, lorsqu'il y a un petit manque, c'est une vulnérabilité pour un accès externe.
et l'accès externe peut créer des dégâts au niveau du système. Et c'est ce que une cyberattaque cible en réalité. Elle cible une vulnérabilité. Alors malheureusement, aujourd'hui, nous travaillons en Algérie à mettre en place un système qui soit cohérent, qui soit fort, qui puisse défendre notre système numérique. Nous y travaillons et je pense que dans 1-2 années, nous aurons un système global, cohérent, fort, qui puisse protéger, alors non seulement protéger, mais aussi contre-attaquer quand il se doit. Alors, Monsieur Bordel Mendouche, par rapport justement au gaz au pétrole, on a vu les enjeux aujourd'hui par rapport à ces conflits au niveau essentiellement de cette région qui détient pratiquement les 50% des réserves mondiales de pétrole et de gaz à la fois, au niveau bien sûr de tous les pays. C'est une région qui est aussi en conflit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour bien sûr convoiter toutes ces richesses. Il y a aussi les voies de passage maritime, on l'a indiqué aujourd'hui. Pour les pays aussi qui sont détenteurs de gaz, ils doivent absolument mettre en place des mécanismes et des moyens aussi de protection. Parce qu'on sait que maintenant, absolument, les pays occidentaux cherchent le gaz partout. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas que le gaz, il y a le pétrole aussi. Il y a toutes les richesses. Toutes les richesses et d'autres minéraux dans les terres rares. Et nous sommes un pays, Dieu merci, on dispose beaucoup de richesses. Presque 20% de terres rares dans le monde qui sont aussi très convoitées. Les récentes analyses... On a pratiquement peur de le dire maintenant. On a peur de le dire, mais les pays avancés le savent bien, nous aussi on le sait très bien. Les récentes analyses de l'OPEC disent que le pétrole et le gaz constituent comme source d'énergie, comme matière première, puisqu'il faut savoir que le pétrole est utilisé à 70% comme carburant, donc pour tout ce qui est moyen de transport et mode de transport confondus. Le gaz est également utilisé comme matière première pour l'industrie pétrochimique qui se développe de plus en plus et qui est nécessaire à toutes les économies du monde. Donc d'ici à 2050, ces deux sources constitueront 52% de la demande. Le gaz à lui seul ira jusqu'à 2060 et constituera d'année en année, pour 2023 à 2024, c'est plus 1,6%. Et dans les prévisions, c'est plus de 2% par an pour être dans les 25% de demande qui va de plus en plus s'accroître. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de réserves dans le monde pour pouvoir répondre aux besoins de tous les États et tous les pays? Pour le gaz, ou alors, oui. Il va falloir trouver d'autres réserves à travers le monde. C'est la raison pour laquelle il y a ces conflits et ces guerres. Pour le gaz, il y a le GECF dans l'Algérie, on fait partie, donc 43% 72% des réserves mondiales. Donc le Moyen-Orient, qui est la région qui dispose de plus de réserves, y compris, donc on rajoute la Russie et l'Iran, qui sont des régions qui disposent de réserves. Et donc, les pays consommateurs ne sont pas dans cette région. Donc, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, en Chine et ailleurs. C'est pour ça qu'il y a cette région qui connaît beaucoup de conflits. L'Algérie, donc, on dispose de réserves importantes de gaz conventionnel, mais aussi il y a l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a le Mozambique, il y a le Sénégal, il y a le Nigeria également. Donc, c'est une zone où on est loin du conflit actuel. Je dirais géographiquement, quoique avec les techniques que vient de développer le collègue, on n'est pas si loin que ça avec ces technologies. Mais dans toutes les régions où il y a des richesses, il faudrait des stratégies pour pouvoir aboutir à des partenariats gagnant-gagnant avec les pays consommateurs. Mais nous ne sommes plus aussi loin aussi, puisque vous avez l'entité sioniste qui est dans le pays voisin, bien installé. Mais oui, monsieur. Alors, monsieur Mendouche vient de mentionner 20% des métaux rares se trouvent en Algérie, et il a tout à fait raison, parce que, et je vais vous donner je vais rajouter un peu d'informations par rapport à cela, puisque c'est très lié à tout ce qui est technologique. Donc, on a par exemple l'indium, qui est utilisé dans les écrans plats, parmi les métaux rares, le néodyme présent dans la quasi-totalité des disques durs, le tantal présent dans les condensateurs électroniques, et le gallium et le germanium
nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. Vous voyez comme tout est lié. Ils sont devenus plus importants que le pétrole et le gaz. Eh ben voilà. Et le Et lithium donc- pour les batteries électriques, Voilà. pour les Oui. voitures. Et Ils pour sont la devenus- technologie Sans parler du surtout. thorium. Voilà. Et bien sûr, nous allons aussi aborder... et nous allons aussi aborder une autre question, celle de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il faudrait aujourd'hui être un pays fort, Monsieur Gessoum, sur le plan à la fois technologique pour pouvoir aujourd'hui se prémunir? Rapidement sur la question, s'il vous plaît. Alors oui, absolument. Nous devons absolument être un pays fort qui maîtrise les technologies, qui maîtrise d'abord le numérique, qui maîtrise l'intelligence artificielle et qui maîtrise aussi le numérique. Incontestablement, oui, un grand oui à la réponse, comme réponse. Alors, Monsieur Mendouche, pour le gaz et le pétrole, également, être un La pays même chose. Fort et puissant. Nous devons être forts en matière de technologie. Et donc, je dirais que ces 4 dernières années, la Sonatrach a fait un chiffre record en matière d'accords, de protocoles d'accords et de contrats, et surtout avec les 2 plus grandes sociétés au monde privées, ExxonMobil et Chevron, qui ont des technologies les plus avancées en matière de décarbonation, d'exploration, de développement, et donc ceci rentre dans le cadre de la transfert de technologie. Alors nous allons prendre une dernière fois, monsieur, bien sûr, maître Gilles Devers. Monsieur Gilles Devers, est-ce qu'on peut, en 1 minute, rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'aucun pays ne peut être épargné par l'entité sioniste? Eh bien, nous avons perdu également monsieur Gilles Devers, également, bien sûr, était avec nous Hafez Ziyed, ancien secrétaire général de la conférence arabe, chercheur et écrivain en économie politique, était en direct avec nous aussi à partir de Washington. Nous l'avons perdu. Il faut absolument s'inscrire dans une nouvelle stratégie, dans le monde moderne qui s'inscrit aujourd'hui face à nous. Monsieur Mendouche, rapidement sur la question, être émergent, être développé. Oui, Le gaz et le pétrole, c'est les moyens. Le gaz et le pétrole, c'est des moyens. Oui. Mais Nous permettent le d'avoir de véritable l'argent. investissement, c'est les compétences, c'est l'humain, c'est la ressource humaine. Donc ça, c'est ça le véritable investissement. Et donc pour ce qu'avait dit le collègue tout à l'heure avec Monsieur Gessoum, donc avec l'ouverture de ces écoles, ça rentre dans cette stratégie de développer les compétences, d'avoir les ressources humaines qualifiées pour pouvoir relever les défis en matière de technologie. Monsieur Cyril Gessoum, même principe pour vous. Il faut se développer impérativement, favoriser la numérisation, l'intelligence artificielle, être détenteur de toutes ces technologies et non pas seulement être consommateur des technologies. Puisqu'on a vu le président insister sur la nécessité, c'est-à-dire d'intégrer ces technologies dans le développement futur de l'Algérie. Il est clair que la volonté politique aujourd'hui est là pour une numérisation, une digitalisation. Et ce qui se passe autour de nous l'indique également, parce qu'on n'est pas à l'abri. Ça devient une nécessité Même si on ne veut pas alarmer les gens. Et non plus un choix. J'aimerais aussi attirer l'attention que nous avons absolument besoin d'un centre national de l'intelligence artificielle ou d'un commissariat au commissariat à l'intelligence artificielle, appelons-le comme nous voulons, mais nous avons besoin de personnes qui puissent travailler ensemble à mettre en place notre vraie stratégie intelligence artificielle algérienne avec toutes les ressources nécessaires, notamment les ressources financières. Et on aura certainement à y revenir dans les prochaines semaines. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, de nous avoir prêté attention. Je rappellerai aux auditeurs que nous avons eu à partir de Washington M. Hafez Ziyed, ancien secrétaire général de la conférence arabe, chercheur et écrivain en économie politique, maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon en France, à l'initiative de la plainte contre l'entité sioniste, M. Barded Mendouche, expert international en énergie, et M. Souhil Gessoum, président du syndicat du numérique. Bonne journée, bonne fin de week-end, à bientôt.